une des compétences clés pour les meilleurs athlètes du monde, c'est de savoir s'écouter et c'est notamment savoir gérer ce ressenti à l'entraînement. Comment est-ce qu'on évalue l'intensité? Parce que l'intensité, c'est pas ton coach qui t'a dit tu fais telle allure ou tel watt ou tel je ne sais quoi. C'est propre à chacun, tu le disais, c'est pour ça aussi que tu fais des tests d'évaluation des profils en fait. Comment est-ce qu'on sait, tu vois par exemple individuellement, comment est-ce qu'on peut savoir approximativement peut-être où se situe notre basse, notre moyenne, notre haute intensité? Ouais, aujourd'hui, à mon avis, et comme tu l'as dit, je fais des tests physiologiques, j'adore ça. J'ai plein d'outils chouettes, j'ai mon petit labo à la maison et je suis passionné par le fonctionnement du corps. Mais à mon avis, aujourd'hui, le moyen le plus simple et le plus accessible et le plus pertinent aussi pour la majorité des gens, c'est le ressenti. On revient à quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. Dans le sport, on a quelque chose qui s'appelle le RPE, qui vient de l'anglais Rating of Perceived Exertion. C'est l'évaluation de l'effort perçu. En gros, c'est une note que tu assignes à ta perception de difficulté. Et le plus simple, c'est d'utiliser une échelle de 10, entre 1 et 10. 1 étant l'effort le plus simple que tu puisses faire, 10 étant l'effort le plus dur que tu puisses faire, mais il faut se dire que c'est toujours contextuel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un 10 sur 10, eh ben, ça ne va pas être la même intensité si c'est un 10 sur 10 sur 3 minutes à bloc sur un vélo ou si c'est 3 heures à bloc sur un vélo. Hein, donc l'intensité absolue, les watts que tu vas pousser ou alors les kilomètres-heure en course à pied ne sont pas nécessairement les mêmes, donc il faut prendre en compte le contexte à chaque fois. Et typiquement, à un instant T, sur un effort qui va durer quelques minutes, ou en tout cas, quand on parle des basses intensités, on veut prolonger un petit peu, mais typiquement, si on prend par exemple un effort de 5 minutes, quand tu es à basse intensité, tu devrais être en dessous de 4, typiquement. Et j'ai eu la chance maintenant de faire, je pense, entre 400 et 500 tests d'effort. Pardon, pas tests d'effort, profilage physiologique, ce n'est pas des tests à but ou à diagnostic médical. Et c'est sur ces profilages, j'ai pu mesurer les deux en fait. J'ai pu mesurer la physiologie, le lactate, la fréquence cardiaque, la consommation d'oxygène. Et à chaque fois, je demande aussi à chaque palier du test le RPE. Et donc, j'ai pu voir sur les centaines de tests que j'ai effectués où tombe typiquement le premier seuil, donc la transition entre la basse et la moyenne intensité, et le deuxième seuil, donc la transition entre la moyenne et la haute intensité. Et typiquement, le premier seuil, il tombe aux alentours de 3,5-4 et le deuxième seuil, il tombe typiquement aux alentours des 7. Donc, sur un effort de quelques minutes, si tu es en dessous de 4, il y a des chances que tu sois à basse intensité. Et encore une fois, le repère, ça va être pas de brûlure au niveau musculaire, aisance au niveau respiratoire. La moyenne intensité, typiquement, ça va être entre 3,5, 4 et 7. Et là, ça va être... essoufflé, mais tu as encore t'as quand même Voilà. du jus et tu sens que tu peux tenir encore, quoi. La respiration, elle est soutenue, hein, mais elle est pas, t'es pas en hyperventilation, tu perds pas le contrôle. Ça commence à brûler dans les jambes et forcément, plus tu te rapproches du 7 sur 10 et plus ça brûle. Mais ça reste, comme tu l'as dit, soutenable, tolérable. Et par contre, dès que tu passes à haute intensité, là, tu vois typiquement une différence assez drastique. Et c'est un bon exercice de se poser la question: à quelle intensité dans mon sport, que ce soit le vélo par exemple, si tu fais... le plus simple, ça reste dans des modalités qui sont cycliques. Donc vélo, course à pied, typiquement, c'est le plus simple, ou rameur s'il y en a qui font beaucoup de rameurs. Mais se poser la question: à quelle intensité ou à quelle vitesse est-ce que je passe d'un effort qui est soutenu, mais soutenable, à quelque chose qui devient vraiment, là, ça passe dans le rouge, il faut vraiment que je m'accroche, j'ai envie de ralentir, ça brûle, je suis en train de respirer à mort. Et typiquement, ça va être ton deuxième seuil. Et je dirais que le ressenti aujourd'hui, ça reste la manière la plus simple de gérer ça. Et ce qui est génial, c'est que oui, c'est subjectif, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Ça veut dire que ça va s'ajuster aussi à toi au jour le jour. Un jour où tu es moins en forme, eh ben, ton ressenti de difficulté sera plus haut pour une intensité donnée. Eh ben, ça veut dire que si l'objectif de la séance, c'est de faire du 6 sur 10, eh ben, tu vas ralentir un petit peu. C'est pas grave. Ouais. Et c'est un outil que j'utilise tous les jours, le RPE. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'avait interpellé au départ parce que moi qui étais très axé data, physiologie, mesure, je me suis dit mais c'est quoi cette histoire de subjectif? Et j'avais entendu un grand monsieur des sports d'endurance, Steven Seiler, parler de l'importance du ressenti. Et je m'étais dit, bon, si lui il parle de ça, il faut quand même que je m'y intéresse parce que sinon ça ne va pas. Et je me suis plongé dans la littérature et j'ai essayé de comprendre les tenants et les aboutissants. Bah, il s'avère que voilà, ton corps il est tellement bien construit. Tu as des systèmes de feedback à plein de niveaux différents qui reviennent vers
tes centres sensoriels, notamment ce qui se passe au niveau de ton cœur, ce qui se passe au niveau de tes poumons, ce qui se passe au niveau de ton muscle. Même les parties de ton cerveau qui vont recruter tes muscles, ils parlent aussi à tes zones sensorielles directement. Et tout ça, c'est intégré en fait dans ce ressenti, dans ce RPE. Donc c'est comme un tableau de bord en fait qui existe en temps réel dans ton cerveau. Et forcément, si tu n'as jamais regardé ce tableau de bord, il va pas être très très clair pour toi. Tu auras un bouton, tu auras on et off, tu auras 0 et tu auras 10. Et ça prend de la pratique, ça se travaille comme toute compétence. Et on l'a dit au début du podcast et je veux vraiment le remettre en avant. Une des compétences clés pour les meilleurs athlètes du monde, c'est de savoir s'écouter et c'est notamment savoir gérer ce ressenti à l'entraînement. Aujourd'hui, quand je programme, il n'y a jamais une séance d'entraînement qui est programmée sans RPE. Parce que moi, ça me donne en fait l'objectif de séance, ça me permet de cibler, ok, aujourd'hui je veux qu'on fasse ça, que tu sois en forme ou pas en forme. Si tu n'es pas en forme, tu iras moins vite, mais c'est ça qu'on veut aujourd'hui comme effet d'entraînement. Et c'est un outil, à mon avis, qui doit vraiment être mis en avant. Déjà de par son accessibilité, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde a un cerveau entre les deux oreilles, et ça s'entraîne. Et c'est extrêmement pertinent, que ce soit dans l'endurance ou dans la force. Et justement, j'allais te poser cette question de se dire finalement, tu vois, tu peux avoir, je sais pas si souvent il y a la notion de fréquence cardiaque, mettons que, ça c'est quoi? Est-ce que tu aurais une idée comme ça d'une moyenne de fréquence cardiaque en zone 2, vraiment très 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 générale? On serait à peu près autour de quoi? Encore une fois, je reprends les résultats que j'ai mesurés sur les tests. Ouais. Si on prend, typiquement, on entend souvent des pourcentages de FC max. On se dit, tu prends ta FC max. Ouais. Il y a deux grands problèmes avec ça. Et je te donnerai la fourchette après. Le premier problème, c'est que typiquement, on dit qu'il faut faire 220 moins l'âge et puis tu as ta FC max. Cette formule, elle ne fonctionne pas. Ça a été étudié, réétudié. Ça fonctionne peut-être au niveau de la population globale. Ça veut dire la moyenne des gens. Mais la vraie formule, c'est 220 moins l'âge, plus ou moins 20 battements. Ou 15 battements, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, comme disait Jamel à l'époque, ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau. Et c'est beaucoup trop large pour être pertinent à utiliser à l'entraînement. Donc déjà, on a une énorme variabilité possible sur la FC max. Ta FC max ne va pas être la même en course à pied qu'en vélo ou qu'en natation. J'ai déjà vu Alex, quelqu'un que j'ai pu coacher pendant une année, en vélo. Il est passé d'une FC max sur son premier test à 177 battements à 171 battements sur son premier test, 188 battements sur son test un an plus tard. Donc il a augmenté sa FC max de 17 battements. Non, il n'a pas augmenté sa FC max, c'est juste qu'on a débridé ses jambes et ça lui a permis d'aller chercher plus loin au niveau cardio. Ton cœur, comme le mien aujourd'hui, peut monter à 220, 230, 240, 250, mais c'est juste qu'on ne peut pas appliquer la charge métabolique nécessaire pour le faire répondre. Donc, premier problème, la FC max. Deuxième problème, les pourcentages exacts de FC max pour les zones. On entend souvent 70% de ta FC max, ça va te donner ta zone 2. Eh ben, dans les mesures que j'ai faites sur les tests physiologiques, si je prenais les FC max mesurés, pas estimés, mais mesurés sur le test, et que je regardais où se trouvait ce premier seuil, donc la transition entre la basse et la moyenne intensité, la fourchette, c'était entre 55 et 80%. Et là, oui, la moyenne est à 0,70. Ça veut dire qu'on est à 70% de la FC max en moyenne. Mais il faut se rappeler que tu n'es pas la moyenne. Personne n'est la moyenne. La moyenne, c'est personne, en fait. Et donc, on ne peut malheureusement pas prendre une FC comme ça parce qu'elle va être extrêmement variable selon la personne. Il peut y avoir une personne qui a un premier seuil, donc le haut de sa zone 2, à peut-être 110 battements par minute, comme une autre qui peut avoir un premier seuil à 160, 165 battements par minute selon le niveau d'entraînement, selon la physiologie, etc. Donc, à mon avis, la fréquence cardiaque, c'est quelque chose de très, très trompeur à l'heure actuelle, malheureusement, pour cette raison-là. C'est que ta montre, elle te dit que tu as des zones, mais en fait, ta montre, elle n'en sait rien du tout où elles sont tes zones. Et bien souvent, d'ailleurs, ça peut être assez perturbant de dire, moi, j'ai un ressenti. Quand tu commences à penser à un ressenti en RPE, tu te dis, attends, je suis à RPE 7, ma montre, elle me dit que je suis à 120, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ou alors qu'elle te dit, ton entraînement, il a servi à rien, ou alors, t'es pas dans la bonne zone. Et en fait, il faut se détacher de ce concept de zone cardiaque. À mon avis, c'est tellement trompeur et tellement décalé par rapport à la réalité qu'il faut juste s'en détacher. On peut y revenir plus tard. Et je ne dis pas que la fréquence cardiaque, ça ne sert à rien. Je pense que c'est un indicateur qui est pertinent. Mais pour commencer, le meilleur truc que tu puisses faire, c'est déterminer la différence pour toi entre un 3 et un 4 sur 10 et
trouver cette transition quand tu commences à sentir les jambes qui commencent à tirer un petit peu, qui commencent à chauffer un petit peu. Bah là, tu sais que tu es sûrement allé un petit peu trop loin. Tu reviens un petit peu en arrière. Et si tu regardes ta fréquence cardiaque à ce moment-là, bah, il y a des chances que ça, ce soit la fréquence cardiaque appropriée pour ta zone 2. Et même si on veut aller un cran plus loin pour ceux qui tiennent à leur montre et qui tiennent à leur fréquence cardiaque, déjà, n'utilisez pas vos montres à l'effort, utilisez une ceinture cardiaque parce qu'on sait que dès que ça bouge, le signal lumineux, il peut être troublé et c'est pas aussi précis que ce qu'on voudrait. Donc, le meilleur truc à faire, c'est de regarder la tendance de ta fréquence cardiaque sur la séance. C'est-à-dire que si tu veux faire une séance de zone 2, qu'elle dure 40 minutes, 50 minutes, 1 heure ou plus, il faut que ta fréquence cardiaque reste à peu près au même niveau pendant toute la séance. Si après 10 minutes, tu étais à 110 battements, mais qu'après 1 heure, tu es à 140 battements, ben, tu sais quoi, Coco, tu n'es pas en zone 2. Il faut qu'on ait en gros une absence de dérive cardiaque, exactement. Et ça, c'est un des indicateurs qui te permet de rester en zone 2 ou même de valider ton allure ou tes watts en zone 2 sans outils avancés, juste en regardant ta fréquence cardiaque et t'assurer qu'elle reste stable dans le temps.